Bonsoir madame, bonsoir messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir. L'ambassadeur André Alain Atundou est avec nous ce soir pour une question qui fait la une de l'actualité internationale, à savoir la question Russie-Ukraine, un conflit qui mérite, vous le savez bien, une analyse très approfondie pour mieux appréhender ce qui se passe réellement sur le plan géopolitique. André Alain Atundou avait mené une étude sur l'ancienne URSS, si je ne me trompe pas, et la guerre froide. Merci d'être avec nous. Vous êtes la personne la mieux indiquée ce soir pour nous faire comprendre les méandres de ce que l'Occident, ou tout le monde appelle aujourd'hui l'invasion de l'Ukraine. Mais avant d'arriver là, monsieur Alain Atundou, je crois qu'il faudrait que nous puissions commencer par remonter dans l'histoire. D'où vient ces conflits, d'après vous? Je voudrais d'abord une précision. J'ai fait une étude, c'était en 1973, sur la définition juridique de l'agression en temps moderne, dans le droit moderne. Okay. Un an après, l'ONU a pris une définition. La différence entre la définition usuelle et celle de l'ONU, c'est que la définition hantée était une définition analytique. On citait les cas. C'est si vous faites ceci, c'est l'agression. Si vous faites ceci, c'est ça. Et en 1974, on a voulu faire un effort de conceptualisation. On a donné une définition synthétique. Et comme vous le savez, la synthèse appauvrit toujours la réalité. Et donc, cette définition, comme la première d'ailleurs, n'ont pas constitué un instrument conceptuel tranchant pour déterminer avec précision le champ sémantique du concept, agression, et les champs phénoménologiques, c'est-à-dire les différentes expressions. Et c'est d'ailleurs, on peut dire, une des causes conceptuelles de cette guerre. Et aujourd'hui, nous nous situons où ça? C'est une agression? C'est une invasion, comme on l'a dit? Bon, je ne sais pas. Quel terme faut-il utiliser? Je vous dis que c'est une situation, d'après le texte de l'ONU, c'est un acte de guerre qui a été posé par la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas une invasion pour vous? Non, je ne sais pas. Je voudrais un peu qu'on essaie de comprendre. Oui. Parce que les mots ont leurs auteurs et leurs adeptes. Mais je voudrais rester dans le concept. Il est un fait que la Russie est entrée en Ukraine. En Ukraine, oui. Ça, c'est un fait. On qualifie cela d'un acte de guerre. Mais pourquoi la Russie l'a fait? Oui, remontons dans l'histoire. La Russie l'a fait, il y a des causes lointaines. Je ne vais pas remonter jusqu'à Napoléon ou Hitler, mais de façon générale, il faut savoir que la Russie a toujours fasciné l'Europe occidentale et celle-ci a toujours eu une certaine tentation à vouloir dominer la Russie. N'est-ce pas? Alors, après l'effondrement de l'Empire soviétique, l'Occident a cru obtenir une victoire définitive, n'est-ce pas? Et que c'était une façon ils ont obtenu la domination de la Russie sans coup férir. D'autant plus que... URSS à l'époque. Oui, l'URSS, je voudrais dire. D'autant plus qu'après l'URSS, la Russie a demandé son intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Compte tenu de l'euphorie du moment, ils ont essuyé un échec, donc on n'a pas voulu. Et l'échec était dû à quoi, d'après vous? Non, je pense que la mentalité occidentale n'avait pas changé. Elle a confondu la Russie à l'URSS, sans oublier l'atavisme historique de cette tentation à occuper la Russie. Donc ces deux éléments-là n'ont pas amené assez de lucidité à l'Occident
pour qu'elle puisse intégrer la Russie dans la construction européenne. Donc la guerre froide était encore dans la mentalité occidentale. Ils étaient dans la mentalité. Donc, il fallait intégrer la Russie dans la construction de l'Europe, ce qui rendait inutile l'OTAN. L'OTAN n'avait plus d'adversaire. Et je crois qu'il y a eu des résistances. Bref, nous en sommes là aujourd'hui. Et le fait est que cette hostilité vis-à-vis, ou cette méfiance vis-à-vis de l'URSS est une des causes lointaines de ce conflit aujourd'hui. Et une des causes immédiates, c'est les deux accords de Minsk qui ne sont pas applicables en l'état, ni l'URSS ni l'Ukraine. Mais est-ce qu'aujourd'hui la Russie n'a pas pour ambition de reconstituer l'ancienne URSS? C'est pas l'ambition de la Russie aujourd'hui? Elle peut avoir cette tentation, mais stratégiquement, elle ne peut pas avoir cette ambition. D'autant plus que les États de l'ancienne URSS, beaucoup ont intégré l'Union européenne ou sont à la porte de l'Union européenne, ils ont intégré l'OTAN. Mais l'ambition, si je vous dis, parlons plutôt de stratégie. La stratégie de la Russie, c'est de créer autour un no man's land, n'est-ce pas, pour éviter d'être en contact direct avec l'OTAN et éviter par la même occasion le risque d'une confrontation. Ce no man's land, c'est l'Ukraine? Non, autour. Il y a la Biélorussie, il y a la Biélorussie, il y a la Géorgie, il y a l'Ukraine, il y a la Géorgie. Et la situation n'est pas aussi simple que pourrait le penser. C'est les anciennes républiques soviétiques, tout ça. Oui, mais la République soviétique était une construction des Russes, n'est-ce pas? Maintenant, ça a éclaté et tous ne vont pas revenir. D'où la Russie voudrait un minimum de protection. Mais revenons un peu, ambassadeur. Vous avez parlé des accords de Minsk. En fait, quel était l'essentiel L'essentiel, pour parler, c'est qu'il fallait organiser les États, les élections en Ukraine pour donner une certaine autonomie, etc. Et la Russie devrait diminuer la pression militaire. Il y avait d'autres sous-conditions qui seraient fastidieux de rappeler ici, mais toujours est-il que les deux accords, Minsk 1 et Minsk 2, ne sont pas en l'état d'être appliqués à l'État. Voilà, ça a créé une certaine méfiance. L'Ukraine, vis-à-vis de l'URSS, s'est dit, eh bien, allons vers l'Europe, mais elle n'a pas rempli les conditions. Et la Russie se dit, le fait d'aller vers l'Europe, c'est un acte d'hostilité. Et une des causes, c'est aussi le fait que l'Union européenne est devenue autant bis, une ambition militaire, alors qu'il faut laisser l'OTAN s'occuper du militaire et l'Union européenne s'occuper de l'intégration économique. Oui, et d'ailleurs, vous avez vu... Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Ukraine qui est restée une obsession de la Russie aujourd'hui? Vous devez savoir, puisqu'il y a également d'autres savoir que dans toutes ces républiques que vous avez citées, Géorgie, oui, Ukraine et d'autres qui ont connu des guerres, il y a une grande colonie des Russes. Oui. Une très grande colonie des Russes. Donc la Russie ne peut pas avoir un œil sur ces grandes communautés russes et qui constituent d'ailleurs une force. Mais apparemment, si Vladimir Poutine est allé en Ukraine, c'est apparemment parce que l'Union européenne, l'Alliance Atlantique, n'a pas respecté les clauses de l'accord de Minsk. Voilà. Si l'Union européenne n'était pas partie aux accords de Minsk.
l'OTAN, c'est l'OTAN. Non, l'OTAN n'est pas partie. C'est l'URSS. Oui. Pardon. C'est la Russie et l'Ukraine. Et je vous ai dit qui était incapable d'appliquer à l'État. Et donc c'est une rupture de contrat. Cette guerre est une rupture de contrat. Parce que l'Ukraine voulait intégrer l'Union européenne, appuyée par les 27. L'Ukraine voulait intégrer l'Union européenne devant la force militaire de la Russie. Il se souvenait certainement des autres guerres de Tchétchénie, etc. Il dit, prenons des dispositions. Or, en se tournant vers l'Union européenne, il mettait en cause une des raisons fondamentales de l'accord de Minsk. Qui disait? Mais il faut que la Russie se sente à l'aise. L'Ukraine ne peut pas intégrer une organisation hostile à la Russie. Mais je résume un peu. Donc tout a été biaisé à partir de l'accord de Minsk alors? Non. Mais pourquoi? Non, je vous ai expliqué les causes lointaines. 1. L'Occident n'a pas reconsidéré sa perception de l'URSS. L'Union européenne, par sa force économique, a eu une tentation de se transformer en puissance militaire. L'URSS a eu la tentation de se réarmer militairement. Et il faut noter que pendant que l'URSS est armée, l'Europe se désarmait. Et donc ils ont été surpris par la puissance militaire de l'URSS qui aujourd'hui, on dit qu'elle est la première puissance nucléaire du monde. Mais alors, aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, vous entendez parler, mais montrez un peu aux téléspectateurs quelle est la préoccupation des Occidentaux aujourd'hui? Non, la préoccupation des Occidentaux, de l'OTAN, je vous dis, non, des Occidentaux. Je ne veux pas remonter à Napoléon, parce que la tentation des Occidentaux, c'est de dominer la Russie. Je ne veux pas aller à Hitler, dont l'ambition était la même. Mais aujourd'hui, les Occidentaux voudraient assurer un rôle dirigeant dans le monde. En réalité, c'est un combat pour le leadership mondial. Et vous avez vu dans les votes de l'ONU, il y a eu une grande partie pour, il y a eu une petite partie contre, mais il y a eu une partie non négligeable des gens qui se sont abstenus. Alors, que voyons-nous? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le spectre de la configuration mondiale avant la chute de l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est-à-dire, d'un côté, l'Occident, de l'autre, l'URSS, la Russie, et entre les deux, les non-alignés, l'esprit de Bandung. Vous retrouvez la Chine, vous retrouvez l'Inde. L'Inde, c'est l'esprit de Nehru. Et les Africains, qui n'ont pas les mêmes raisons de se méfier de l'URSS que les Occidentaux. Mais alors, qu'est-ce qui fait que l'Ukraine n'ait pas été admise facilement dans l'Union européenne? Pourquoi les choses ont-elles traîné? Je vous dis, l'Union européenne est une union économique. Oui. Il faut remplir un certain nombre de conditions, de performances. Et l'Union européenne a certainement gardé en mémoire la fourberie, excusez-moi l'expression, de la Grèce qui avait faussé tous les chiffres pour entrer dans l'Union européenne. Et la France a dû s'endetter pour réparer cette bévue. Alors, ça c'était dans le passé. Alors aujourd'hui, nous devons parler des causes immédiates, c'est-à-dire celles qui sont perspectives et qui ont amené la Russie à pouvoir attaquer l'Ukraine aujourd'hui. Alors, à votre avis, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Oui. La Russie ne voudrait pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'est un acte que la Russie perçoit comme hostile. L'Ukraine
ne se sent pas en sécurité vis-à-vis de la Russie, compte tenu de la communauté russe et compte tenu des guerres, n'est-ce pas, en Géorgie, en Tchétchénie, etc., n'est-ce pas, et les derniers des Karabakh, etc. Donc, il faut plutôt créer un esprit de confiance entre les deux. Et cet esprit de confiance ne peut provenir ni des armes, ni des sanctions économiques. Est-ce que cette confiance n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, au niveau spatial, il y a cette relation entre la Russie et ça n'existe plus. On a vu des astronautes américains transportés dans je vous dis aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans des fusées russes. Parce que la Russie... on a vu également aujourd'hui le gaz russe qui dessert l'Europe occidentale. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une certaine confiance entre les deux. L'esprit spatial n'existe plus. C'est la confiance qui est en train de s'effilocher. Les Russes ont refusé, ont cassé le contrat pour lancer leurs engins à partir du Gourou. Les gaz dont vous parlez, les livraisons des gaz et du pétrole, c'est un peu par la force des choses. Et les Européens sont un peu gênés. Vous vous souvenez qu'il y a des États qui disent mais l'Allemagne doit avoir la force de ne pas prendre le gaz russe, etc. Or, ça représente quand même, je ne sais pas, 40%, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à vivre ensemble ou à coopérer et garder les équilibres? Moi, je ne dirais pas qu'ils sont condamnés. La condamnation a un terme. Ils sont destinés à vivre ensemble. Ils ont le même destin. Et les Russes, je crois, en matière de destin de l'Europe, ont une certaine avance conceptuelle sur les Européens. Comment? Je crois que, je ne sais pas si c'est pas Brejnev, c'est Gorbatchev, qui disait qu'il faut construire l'Europe de l'Oural. C'est à partir de l'Oural qu'il faut construire l'Europe. Et malheureusement, du côté de l'Europe, on voudrait s'arrêter à la Russie, sans inclure la Russie. À votre avis, aujourd'hui, l'invasion ou l'acte de guerre, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, est-ce que... Ou l'agression au sens étymologique, c'est-à-dire, est-ce que vous posez le premier pas en avant? Alors, est-ce que vous soutenez l'acte de guerre de la Russie? La République démocratique du Congo a des rapports, de relations, de coopération mutuellement avantageuses. Non, vous-même en tant qu'intellectuel. Je suis un homme politique. Oui. Je dois parler en fonction des réalités de mon pays. Mais vous êtes analyste, vous avez tout à l'heure parlé d'un livre que vous avez écrit, parlé de ce livre. Un analyste ne vit pas une omnibus ou bien dans un cocon. Un analyste, c'est le fruit de son environnement. Et moi, j'analyse en fonction des intérêts stratégiques de mon pays. Ok, allez-y. C'est quoi? Est-ce que l'invasion est justifiée? La réponse. Je vous ai dit, ils sont destinés à vivre ensemble. Et la République a des relations mutuellement avantageuses avec la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas à la République d'attiser, c'est de favoriser le dialogue. Même si nous avons voté pour des raisons d'intérêt stratégique, mais nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Mais vous avez remarqué que le président Tshisekedi est le premier président, disons, de la RDC à être reçu par un président russe. Il a été reçu par Vladimir Poutine, bien reçu par sa délégation. Il y a eu même des accords entre les deux pays. Je vais vous dire pourquoi. C'était un prestige pour la RDC. Je vais vous dire pourquoi. Le monde a évolué. Je me souviens, c'était dans les années 75, le président Mobutu devait aller en visite officielle en URSS. Nous étions même désignés pour préparer la mission. Eh bien, l'Occident a pesé pour dire que non, il ne faut pas y aller, c'est un acte, etc. Et nous avons dû rebousser chemin. Aujourd'hui, l'espace est plus ouvert, la conscience universelle est plus tolérante, et nous sommes plus souverains. Et donc voilà pourquoi, avec l'URSS, nous entretenons des rapports de partenariat, comme nous entretenons avec la Chine, avec l'Occident, avec les États-Unis. La RDC n'a pas soutenu la Russie parce qu'elle est
en accord, on va dire, comme on dit, relation privilégiée avec les États-Unis aujourd'hui? Non, est-ce que les il États-Unis s'agit là d'une ont pesé décision, sur la décision congolaise? stratégique. Nous avons tenu compte des intérêts stratégiques de la République sans, Il y a même des intérêts sans économiques. nuire. Les intérêts stratégiques, ils sont divers. La formation des gens, ceci, le poids économique, le poids ceci, les relations avec la banque, c'est beaucoup. Alors, je vais résumer cela sous la forme intérêt stratégique. C'est ça qui nous a amenés à voter dans le même camp que l'Europe, les États-Unis, l'Occident. Alors là, c'est la Mais- perception congolaise. Mais alors, d'accord, mais alors, en ce qui concerne l'Afrique entière aujourd'hui, comment avez-vous analysé les différentes prises de position Mais je des uns et vous des dis, autres? Chaque État africain a des relations de nature particulière avec la Russie, et chacun des États. Et donc c'est en fonction des intérêts stratégiques de chaque État qu'une décision est prise pour la Russie ou pour le camp occidental, Mais il y en a qui ou se sont- l'ascension. Il y en a qui se sont cachés derrière l'Union africaine, la Non, on ne se déclaration de cache l'Union pas de l'Union africaine. africaine. On peut avoir une position de réserve, l'abstention. L'abstention, on dit on observe. Ou bien nos intérêts stratégiques sont tels que nous ne pouvons pas attiser en votant. Alors, comment avez-vous trouvé la position de la communauté russophone, qui est d'ailleurs majoritaire en Ukraine, face à cette guerre? C'est normal. Lorsque une communauté importante vit dans un pays, elle a anthropologiquement deux nationalités. La nationalité juridique, la grande, c'est l'Ukraine, c'est l'État qui protège. Mais il y a la nationalité mineure ou seconde. C'est la nationalité ethnologique. Nous venons de là. Et donc, lorsqu'ils ne se sentent plus à l'aise dans la grande nationalité, ils se réfugient dans la petite. Nous pouvons même appliquer le cas ici chez nous. Lorsque les citoyens d'origine rwandaise ne se sentaient pas en danger, on n'a pas connu le problème du Rwanda. Mais lorsque, avec le vent de la démocratisation, on a commencé à s'attaquer aux Rwandais ici, au Rwandaleux, comme on disait ici, n'est-ce pas, rentrer chez vous, c'est alors que les responsables rwandais, et même les cadres qui se trouvaient dans nos entreprises, ont pris fait et cause avec le Rwanda, ont démissionné et sont allés gonfler les rangs du Rwanda. Ben, c'est la même chose, mutatis mutandis. Et l'opinion russe elle-même, elle est divisée. On a eu des manifestations contre la dans guerre. cette guerre, il faut faire montre de grande lucidité et savoir distinguer la propagande et les faits, la réalité des faits, l'information et la communication. Donc, moi je ne suis pas en Russie, mais je ne peux pas imaginer que les Russes ne soutiennent pas un combat qui favorise leurs frères en Ukraine. Mais il y a eu des manifestations internes, en Russie même. Quel est le taux? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut distinguer la communication et l'information. Il faut distinguer la propagande et la réalité des faits. Oui, il peut y avoir 10, 20 personnes, même 100, même 1000, mais la majorité. Mais quand les autorités russes vont jusqu'à museler la presse, Bon, jusqu'à vous couper n'allez pas l'Internet, m'entraîner dans ça. Je crois que là, ils sont tous fautifs. Mais est-ce que la... L'Occident a empêché à certains organes russes les a chassés pratiquement. C'est aussi museler la presse. On ne va pas entrer dans ces détails. Prenons les réalités telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous, les Congolais, la République, a besoin de bénéficier de l'apport de tous nos partenaires. Et donc, notre intérêt, c'est de favoriser un dialogue constructif entre la Russie et l'Union européenne, et dont les retombées seront... La RDC gagne plus avec la Russie, avec l'Ukraine. Nous avons Parce des qu'il faut avoir, relations il va y avoir un stratégiques. partenariat clair. Vous savez, avec la Russie, avec l'Ukraine. la mathématique politique n'est pas arithmétique. 1 plus 1 égale 2. Elle est algébrique. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, quand vous dites
Est-ce que l'URSS gagne plus, le Congo gagne plus avec la Russie qu'avec... Mais on peut évaluer, on peut évaluer par rapport au volume des échanges. Non. Et par rapport à l'apport des uns des autres. C'est un aspect. C'est un aspect. Aujourd'hui, celui qui fait plus la propagande... Est-ce que nos volumes d'échanges avec les États-Unis sont importants? Non. Et pourtant, vous posez la question en général, le Congolais, nous préférons les Américains. C'est pourquoi soyons analystes, prospectivistes et essayons de dépasser la propagande. Qui fait plus la propagande? C'est pas l'Ukraine avec un président qui sur Twitter, et sur WhatsApp, la communication ont ceci de commun que celui qui donne une information en sa faveur, il fait de la communication, de la propagande. Oui, mais c'est vrai, mais la Russie... Avec les médias occidentaux... Non, la Russie fait la même chose, les Occidentaux font la même chose. Mais ici, nous nous sommes plus soumis aux médias occidentaux parce que nous ne connaissons pas le russe, nous n'avons pas accès aux médias russes. Mais ça, c'est pour vouloir chercher la petite bête. L'essentiel, je vous dis aujourd'hui, si les sanctions économiques continuent, l'Europe va en pâtir. L'Afrique en pâtit déjà, l'Afrique du Sud. Et si ça perdure, eh bien, peut-être tous ces piodis qu'on a ici, c'est parce qu'ils avaient assez à manger, et maintenant, le blé de l'Ukraine ne venant plus, ceci va augmenter. Voyons l'avenir. Alors, puisque vous parlez des sanctions, restons-y. Aujourd'hui, c'est toute une batterie de mesures qui avaient été prises contre la Russie. Mais qui va perdre réellement dans tout ça? Est-ce les Russes? Est-ce les Ukrainiens? Est-ce l'Europe qui a pris toutes ces mesures? Bon, avant la guerre, oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une organisation internationale pour gérer les rapports entre les États. Rapports économiques, etc. On peut prendre le système bancaire SWIFT. Oui. Et lorsque un membre d'une organisation économique, c'est-à-dire à but lucratif, quitte, chacun perd. Je prends l'exemple de la France. Oui, il ne faut plus importer en Russie. Le gaz. Les produits de luxe. Non, je ne parle même pas de gaz. Mais la Russie, c'est un marché de produits de luxe. Le champagne, Pierre Cardin, Echnen, je ne sais pas, tous les grands. Mais qui perd? Lorsque ces gens-là, j'ai encore en mémoire un Italien qui se plaignait. Il faisait des chaussures, etc. Il avait 30% des rapports avec la Russie. Aujourd'hui, il perd 30%. Qui perd, qui gagne? Oui, mais en termes d'échelle de valeur, la Russie perd plus que l'européenne. Bon. Parce que si on dit je ne sais pas sanctions sur les produits, moi, je ne sais pas produits si quelqu'un qui a une faim de 3 jours est plus malheureux que celui qui a une faim de 4 jours. Ils sont tous affamés. Ils doivent chercher à manger. Oui, nous avons tous besoin de la paix pour pouvoir nous développer, pour pouvoir évoluer. Mais les sanctions qui ont été arrêtées, elles vont davantage renforcer l'état de guerre. Voilà, comme vous le dites. Voilà pourquoi nous devons favoriser un dialogue constructif. Est-ce qu'il ne fallait pas, comme certains le disent, laisser la Russie prendre l'Ukraine, comme ça la guerre se termine, et après on va se mettre sur la table des négociations pour que les choses parce qu'il y a des antécédents historiques. Je vous dis que la guerre de l'Ukraine, c'est une rupture de fait d'un contrat. Or, vous le savez, toute guerre, tout conflit de nature importante se termine autour d'une table de dialogue dont sort un accord équitable, accepté par tous, sans humilier aucun. Et quelle chance donnez-vous à ces quelques négociations qui sont en cours? C'est dans la bonne voie. Pour réussir à conclure un dialogue, il faut recourir à la méthode de Kissinger, les petits pas. Les petits pas. C'est ça qui amène l'écroulement des grands murs. Alors, M. Alain Toundou, l'Union européenne a décidé de sanctionner la Russie en touchant sur son porte-monnaie.
Est-ce que cette stratégie va faire reculer Poutine? Est-ce que la guerre va se terminer avec ces sanctions économiques? Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Je crois que Poutine n'est pas né de la dernière pluie. Dois-je vous rappeler qu'il était avec Brejnev, Gorbatchev, Boris Eltsine, même Andropov avant Gorbatchev, Boris Eltsine, et finalement il est arrivé. Ça signifie quoi? Qu'il a vécu toutes les crises et qu'il en a tiré une leçon. Il connaît le prix de la guerre. Ils ont été en Afghanistan. Il a même été ici en Afrique. Donc il sait qu'une guerre, on la prévoit, on la commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. L'Union européenne a sous-estimé la capacité de résistance de la Russie. Non, peut-être parce qu'avec les sanctions, on s'attendait à ce que tout se soit bloqué. Peut-être réciproque. Peut-être que la Russie pensait que les Ukrainiens n'allaient pas résister. Peut-être. Est-ce qu'au lieu des sanctions économiques, pourquoi l'OTAN ne s'est pas engagée militairement sur place? Parce qu'apparemment, c'est comme une sorte d'hypocrisie. Le président Zelensky demande un soutien clair de ses alliés ou de l'Union européenne, mais eux, c'est suspension de ceci. L'intervention de l'OTAN pourrait changer la donne sur le terrain militaire, non? En principe, il faut poser cette question au secrétaire général de l'OTAN. Mais de ce que je sais, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ni de l'Union européenne. Mais est en coopération avec l'OTAN, en coopération. Non. Étroite avec l'OTAN. Oui, mais ce n'est pas le terme juridique, ce n'est pas le terme. Voilà qui empêche. Pourquoi les Américains ont refusé d'échanger les F-16 contre les MiG-21 qu'on livre? Non. L'Ukraine voudrait otaniser le conflit. Les Américains ne voudraient pas. Ils ont peur peut-être, comme on dit, d'une troisième guerre mondiale. Non, mais chacun a peur d'une troisième guerre mondiale. Il faut prendre des précautions. Parce que si les États-Unis ou l'OTAN s'engagent n'importe comment, en considérant que l'Ukraine fait partie de l'OTAN, d'abord, ce serait une fausseté juridique, c'est une erreur aussi, et la Russie se croirait en danger plus grand, et donc serait à même d'employer tous les moyens à sa disposition. Et je crois que ce que l'on ne voudrait pas donner à Poutine, c'est de lui donner le prétexte de légitimer l'usage du nucléaire éventuellement. Oui, mais l'enlisement peut l'amener à cette utilisation. Non. Et là, il faut craindre. L'enlisement Ouais. au Vietnam n'a pas amené l'utilisation de la bombe atomique. L'enlisement russe en Afghanistan n'a pas amené. L'enlisement occidental n'a pas amené. Bon. Les Américains 45 l'ont fait. Non, je vous dis après ça. Ouais, après, oui. Non, mais après. C'est l'enlisement. Oui. L'enlisement. Vous avez parlé d'enlisement. Oui, enlisement, oui. En 40-45, c'était pas un enlisement. L'enlisement, c'est-à-dire, c'est la lassitude de se battre avec la conviction qu'on ne pourra quand même pas gagner la guerre. Mais il ne faut rien... Oui, mais est-ce que ce n'est pas la même tendance aujourd'hui? Oui. Mais déjà plus de 15... 2 semaines déjà. Oui, plus de 2 semaines. Mais vous savez, les Russes étaient là comme... Non, les Russes étaient là. Il y a des milliers de déplacés. Et il y a des morts, des centaines de morts. Aujourd'hui, tout ça... Il faut se mettre à la presse des stratèges et des stratégistes. Autant de déplacés, ça doit faire partie des calculs que les stratèges disent. Si nous faisons ceci, il y aura autant de déplacés, nous allons les prendre de telle ou de telle façon. L'enlisement, c'est quand on ne voit pas le bout de la guerre. En Afghanistan, on s'est battu contre
Les talibans, finalement, ont dit, mais ça nous sert à quoi? On perd, on ne gagne rien du tout. Les Russes se sont retirés. L'OTAN est arrivée. Même conclusion. Vietnam plus haut. Même chose. C'est ça l'enlisement. La lassitude stratégique, on va dire ça comme Très bien, ça. mais alors aujourd'hui, vous voyez l'avantage de quel côté dans cette guerre? Eh bien, pour bien vous répondre, laissons le temps au temps. Parce que les données peuvent changer. Les données peuvent changer. Est-ce que vous voyez l'OTAN en fait intervenir du côté de l'Ukraine au cas où cet enlisement que nous sommes en train de craindre, en fait, mais l'enlisement, le résultat de l'enlisement, c'est le retrait. Le résultat de l'enlisement, c'est le retrait. Le retrait de la Russie. Non, c'est le retrait de celui qui est intervenu. Le Vietnam, c'était l'enlisement. Les Américains sont retirés. L'Afghanistan, c'était l'enlisement. Les Russes se sont retirés. L'Afghanistan, c'était l'enlisement. Les Américains se sont retirés. Donc, l'enlisement, c'est 10 à 15 ans. Vous parlez d'une perspective de 10 à 15 ans. Donc, pour le moment, on n'entrevient pas le bout du tunnel. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 5, 10 jours, 15 jours par rapport à cette guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que pour que l'OTAN intervienne militairement, il faut d'abord que ce soit une situation de droit. C'est-à-dire que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN ou de l'Union européenne. Deuxièmement, il faudrait que l'instrument conceptuel, en l'occurrence la définition du concept agression de l'ONU en 1974, il doit déterminer le champ sémantique. On doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Deuxièmement, le champ phénoménologique. Dans quelle expression peut-on parler d'agression? Or, je vous dis que c'est difficile. Compliqué ce genre de réflexion. Écoutez, mais ce sont des réflexions fondamentales. Écoutez, c'est assez compliqué. Vous parlez de plusieurs contacts à prendre pour que l'OTAN intervienne. Mais lorsque il y a eu intervention en Libye, lorsque la France est allée attaquer Kadhafi, lorsque on a attaqué l'Irak, oui. Ce n'est pas dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il faut des traités pour qu'il y ait une attaque, une intervention? L'OTAN a dit, nous allons en Libye, pas la France. Tout comme ici. L'OTAN peut prendre le risque de dire... L'OTAN peut dire également, on va en Ukraine par la France. Mais pourquoi l'OTAN ne le fait pas? Mais il doit s'attendre alors... C'est un voisin qui est en danger, mais qu'il faut secourir. Nous faisons ici un travail de stratégie. C'est une réflexion stratégique. Il ne s'agit pas des émotionnels du moment. L'OTAN est intervenu en Libye, sans coup férir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance. L'OTAN prend le risque d'intervenir en Ukraine, c'est-à-dire, ou même d'attaquer plutôt, la Russie. Mais c'est une puissance nucléaire. Aujourd'hui, je vous dis que sur le plan d'ogive nucléaire, la Russie est la première puissance du monde. Et puis, quel est ce pays prêt à sacrifier son peuple pour la survie de l'Ukraine et des Ukrainiens? Pourquoi les Américains n'ont pas envoyé leurs boys en Ukraine? Non, mais c'est un partenaire. Pourquoi? C'est un partenaire sur le plan économique. Ça reste un partenaire. Il faut l'économie. L'économie fonctionne en fonction du droit. C'est le droit. En fonction de la politique aussi. Mais la politique, c'est sur base du droit. Ouais. Même si la politique précède le droit, elle aboutit toujours au droit. Le droit, c'est les dispositions pour régler les relations de toute nature entre les États, ou les organisations, ou les individus. Donc aujourd'hui, en l'état actuel, l'OTAN ne peut pas intervenir parce qu'il y a des textes. À quel moment il peut intervenir? À quel moment l'OTAN peut intervenir en Ukraine? Si l'Ukraine était membre de l'Union européenne,
ou de l'OTAN. Alors, il y a des États qui sont encore muets, des puissances qui observent. Je vais parler de la Chine, par exemple, et de l'Inde. Et les comment? La Chine et l'Inde, par exemple. Ils ont comment? Ce sont des puissances Oui. qui observent encore jusque-là. Oui. Oui. Mais Comment c'est parce trouvez-vous ce comportement? qu'ils ne voudraient pas prendre parti pour des raisons stratégiques, chacun ce qui le concerne. Et, je vous dis, c'est le spectre de l'esprit de Bandung. C'est-à-dire un groupe d'États qui trouvent qu'ils n'ont pas d'intérêt immédiat en l'opposition Est-Ouest et qui se constituent en État tampon ou autre, en une organisation autre. C'est les non-alignés. C'est le spectacle du non-alignement. Mais cette guerre aujourd'hui impacte déjà sur l'Afrique, où va impacter sur l'Afrique? Impacte déjà. De quelle Vous manière voyez aujourd'hui? donc la situation en Afrique du Sud, le carburant monte. Parce que comment est organisé le monde globalement? Nous avons l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire, il assure que tous les membres de l'ONU, pour prendre cet exemple, font partie de cet organisme et chacun ses obligations et ses devoirs. Et ses droits aussi. Mais aujourd'hui, je donne cet exemple simple. Plus personne ne peut exporter en Italie, en Russie. Ce marchand italien faisait 30% de ses affaires avec la Russie. Donc il est sanctionné. Et pour être juste, l'Union européenne doit le compenser. L'Union européenne doit Qu'est-ce que ça veut dire? compenser l'Afrique Qu'est-ce que ça aussi. veut dire? Toutes les sanctions à long terme vont réjaillir sur l'Union européenne comme un boomerang. Voilà pourquoi, stratégiquement, nous avons intérêt à engager un dialogue constructif pour essayer de stabiliser la situation et améliorer notre approche. Parce que nous étions déjà, dans beaucoup de domaines, nous avions une même approche. Vous avez parlé des stations universelles, n'est-ce pas, dans les satellites. Et vous avez, les Russes vont à Gourou, ils vont lancer, les Français vont s'entraîner, les Américains vont s'entraîner. Mais vous comprenez que donc, il y a eu aussi un échange entre les techniciens. Mais est-ce que cette guerre n'aurait pas pu également être une opportunité pour le continent africain? Comment? Ça n'aurait pas pu être également une opportunité, cette guerre. Parce que les guerres, c'est parfois une opportunité. Comment? Par exemple, opportunité de quoi? Par exemple, dans l'exportation aujourd'hui du gaz, l'exportation du pétrole. Si l'Afrique produisait du gaz, on produirait du gaz avec pipeline vers l'Europe, par exemple. Demandez donc à la France si les relations de ce genre de commerce de gaz avec l'Algérie est aussi facile. Mais on aurait pu le développer, ce genre de avec commerce. des si, on ne va pas construire le monde. Il faut affronter les réalités telles qu'elles sont. Oui, si le Congo avait développé, exploité tout son pétrole, tout son potentiel minier, tout son potentiel forestier, statiquement, nous serions la première puissance du monde. Mais nous ne le sommes pas. Voilà. Donc nous devons nous organiser à cet effet. Voilà, ambassadeur Atondu, je crois que nous allons terminer cette émission. Pour vous, comment trouvez-vous cette situation, cette guerre à long terme ou à moyen terme? Faut-il, pour les besoins d'une solution durable, intégrer la Russie dans l'OTAN? D'abord, l'OTAN est un instrument militaire contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. Elle a disparu. Logiquement, l'OTAN devait disparaître. Parce que l'ennemi n'étant plus là, il faut démobiliser les gens. Bon, donc, ils ont voulu créer un ennemi qui n'avait plus ces dispositions-là.
quand on voit l'histoire. Donc il dit, nous allons considérer la Russie, qui n'est pas l'URSS, comme notre ennemi. Mais il y a des effets pervers. Des effets pervers. Entre-temps, sur le plan scientifique, vous avez des rapports. Sur le plan économique, vous avez des rapports. Sur le plan militaire, vous êtes en concurrence partout dans le monde. Chacun a ses alliés stratégiques. Le poids de la Chine en tant qu'allié stratégique de la Russie n'est pas moindre par rapport au poids des États-Unis en tant qu'allié stratégique de l'Occident. La toute dernière question, qu'est-ce que l'RDC, partant de l'Afrique, au fait, doit faire pour ne pas trop subir les contre-coups de cette guerre, sur le plan économique surtout? Bon, il faut voir l'organisation économique. Hein. Est-ce qu'on a tenu compte de nous? On dit que nous représentons 3% du commerce international. C'est à chaque pays d'évaluer, n'est-ce pas, les conséquences pour son économie, pour son État, pour sa population, et prendre une décision. L'Union européenne ne doit pas compenser le manque à gagner qui aurait été enregistré. Qu'elle commence d'abord à compenser en Europe. Vous savez que même l'accueil des réfugiés a connu des couacs. À un moment donné, la Grande-Bretagne a dit que les réfugiés doivent avoir des visas. À un autre moment, la France a dit, pour reprendre l'expression de Rocard, la France ne peut pas embrasser toute la misère du monde, ne peut pas accueillir tous les réfugiés. Mais l'Union européenne y pense déjà. Lors du la sommet France, de Versailles de je la semaine parle passée, des États. L'Union européenne a dit que cette guerre aura un compte en coup sur l'Europe, et l'Europe doit se préparer également à soutenir l'Afrique. Donc l'Europe y pense déjà. Je ne voudrais pas juger ces stratèges, ces responsables éminents, mais le contre-coup pour l'Europe, mais c'est déjà le fait que la Banque européenne dise que le taux de croissance sera moindre. Mais ça, c'est une expression conceptuelle et euphémique qui cache certaines réalités tragiques, même au niveau individuel. Aujourd'hui, on n'exporte pas les produits de luxe en Russie. Vous croyez que les producteurs de champagne qui vendent en Russie n'ont pas subi de contre-coup? Déjà, lorsque le président Poutine a